Bonjour à tous. Bonjour Eh bien, Lionel. bonjour. Bonjour, Comment tu vas? merci, et toi? Ça va, très bien. Donc on a l'honneur d'accueillir Lionel et Daniel de chez Fine Sound. Donc ils nous ont fait une petite présentation Macintosh, Sonus Faber. Donc on a eu droit à l'exposé version longue. C'est Donc ça a ça, été excellent, merci. enrichissant. Et on s'est dit que ça serait sympa de faire une petite vidéo ensemble Voilà, et de montrer un petit peu ce qu'on a vu ensemble en version cinéma. version condensée, oui. Voilà, Director's Cut, non, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'au contraire, on va raccourcir. c'est ça. L'idée, alors déjà, bienvenue à tous et merci pour votre attention. L'idée, en fait, c'est de vous présenter un petit peu rapidement la marque, de vous parler de son histoire, de ses spécificités, de comment elle a marqué l'histoire de l'hi-fi et du son d'une manière générale, de la musique. Et puis après, on va vous parler des deux nouveautés du moment chez Macintosh, parce que ça aurait été dommage de conclure sans parler de l'actualité produit. Exactement. Donc, pour commencer, on va attaquer par l'histoire de Macintosh. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, ça a été fondé par deux bonhommes, deux grands bonshommes, qui donc étaient copains de régiment pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, quand ils ont été démobilisés, ils avaient un travail assuré, puisque c'était le moment où il y avait la pleine expansion de la radio et de la télévision sur le territoire nord-américain. Donc, clairement, étant des concepteurs de stations de radiodiffusion et de télévision, ils auraient eu un boulot assuré. Le truc, c'est que c'était des passionnés de musique, et évidemment, en ces temps troubles, j'ai envie de dire, ils n'étaient pas tout à fait satisfaits de ce qu'ils trouvaient sur le marché, en termes de qualité audio. Et en tout cas, eux se sont attachés, comme d'autres se sont attachés à améliorer les enceintes qu'il y avait sur le marché, eux se sont attachés à la partie électronique. Donc la société a été créée en 1949, donc on a fêté les 75 ans de l'entreprise l'année dernière. Évidemment, ils se sont démarqués en créant une nouvelle technologie qui s'appelle le Unity Coupling. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Le but, c'est pas de vous assommer avec tous les détails techniques des innovations de Macintosh, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais de vous parler un petit peu des principales, qui a donné lieu à des produits qui sont aujourd'hui iconiques, puisqu'on continue de les rééditer et de les reproduire encore et encore avec des améliorations technologiques au fur et à mesure que les années passent. Et donc, dans tous les cas, le point commun, c'est qu'on est avec une puissance de sortie qui est énorme. Alors, quand on parle d'un amplificateur à lampe, effectivement, 50 watts, ça paraît peu important, mais c'est quand même extrêmement important. 150 watts encore plus, 75 watts, bien entendu, aussi. Ouais. Et dans tous les cas, ce qui fait la marque de fabrique de Macintosh, c'est qu'on a une distorsion qui est extrêmement faible, voire inexistante, ou en tout cas imperceptible à l'oreille. Et ça, c'est extrêmement important, parce que la distorsion harmonique, c'est ce qui crée le timbre de l'instrument. Ce qui distingue un instrument de musique d'un autre, c'est les caractéristiques harmoniques. C'est-à-dire, c'est ça qui va faire qu'on va distinguer un piano d'une flûte, pour parler de quelque chose de complètement Ouais. Non, mais tout très à fait. différent. Et puis c'est le but de toute marque prestigieuse comme Macintosh, c'est de faire en sorte que ce taux de distorsion soit toujours le plus faible possible. Et après ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, c'est vrai que Mac, à ce niveau-là, c'était vraiment un cas Unique. unique. Ouais. On va le voir. Et bien entendu, tout ça, donc, c'est fabriqué aux États-Unis, toujours dans la même usine, depuis bientôt 75 ans, puisque l'usine est un peu plus récente que la marque, puisqu'elle s'est établie en 1951, là où la marque a commencé en 1949. Voilà. Donc, après, il y a d'autres choses qui sont importantes dans l'histoire de Macintosh, c'est la manière dont ils ont eu un impact sur l'histoire de la musique et l'histoire de leur pays aussi. Et par exemple, il y a ceci, donc c'est Woodstock. Donc évidemment, ça a marqué les esprits parce que ça a été un des plus gros festivals de musique probablement de tous les temps. Enfin, il y en a eu d'autres probablement, mais celui-là c'était quand même assez iconique, surtout pour l'époque. Et surtout, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'au départ, ça devait être ça. Donc ça, c'est quoi? C'est la scène avec ce qui était prévu comme étant la fosse, on appellerait ça aujourd'hui, avec des jolies palissades qui, bon là c'est en noir et blanc, mais qui étaient bleues. Voilà, donc Et ça le devait être ça. public. Et le public qui était juste devant. Voilà. Juste devant. Sauf que ça s'est transformé très rapidement en ça. Et donc les fameuses palissades bleues, elles sont là. Donc évidemment, c'est pas du tout ce qui était prévu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Binghamton, donc la ville usine de Macintosh, aujourd'hui n'était qu'à 2h30 de route. Évidemment, au moment du festival de Woodstock, c'était une toute autre histoire, parce que les routes étaient complètement saturées. Donc le petit trajet, là, il s'est fait en hélicoptère.
Et ça a permis d'acheminer donc 6 EMI 350 qui ont sauvé l'événement, puisqu'au départ, il y avait juste un ampli de prévu pour toute la scène. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a marqué les esprits, parce que sans ça, Woodstock n'aurait tout simplement pas existé. C'est ça. D'autres innovations, là je dirais d'un point de vue technique, se sont imposées dans l'histoire de la musique moderne. Donc c'est le Grateful Dead Tour. Donc les Grateful Dead, c'est pas forcément un groupe extrêmement connu en France et en Europe, mais par contre ça a été parmi les premiers à utiliser ce système que je vais qualifier de line array, avec un système par musicien. Et pour faire ça, évidemment, il leur fallait une amplification, parce que vous remarquerez qu'il y a quelques haut-parleurs, quelques enceintes à amplifier, et on aperçoit, vers toi d'ailleurs, quelques amplis Macintosh. Et quand je dis quelques amplis Macintosh, alors il y en avait 48 en tout sur scène. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai ce que je raconte. Il y en avait 24, puisqu'en fait cette scène était tellement complexe à dresser qu'en fait il y en avait deux. Donc on avait deux groupes de roadies, comme on appelle ça, c'est-à-dire des gens qui montent la scène. Un qui était avec la scène au moment où c'était joué, et un autre qui était en train de monter la scène pour la date suivante, pour avoir le temps de tout assembler le bazar. Une organisation au poil, quoi. Une organisation au poil, et qui était nécessaire parce que c'était unique et ça n'avait jamais été fait, donc il fallait organiser ça de manière avec la logistique la plus pointue possible, pour pas qu'il y ait d'échec, tout simplement, l'échec n'était pas permis. Ouais. Donc aujourd'hui encore, Bob Ware reste quelqu'un qui est complètement fan de Macintosh depuis l'époque. L'autre chose qui est importante chez Macintosh, c'est que Macintosh a révolutionné et a changé la manière qu'on a de considérer l'hi-fi aujourd'hui à travers le monde. Un des problèmes qu'on avait, c'était la distorsion. Donc la distorsion harmonique, ce qui va faire qu'on ne va pas reconnaître un instrument d'un autre, encore une fois. Ce problème de distorsion était omniprésent. Donc là, je présente la courbe de mesure faite par un magazine qui n'existe plus, d'une marque, d'un ampli qui n'existe plus. Donc c'est pas pour dire du mal de la concurrence. En plus, là, on parle d'un ampli de 15 watts. Chez Macintosh, tout le monde sait qu'on n'a pas d'ampli de cet ordre de puissance. Ce qui est important là, pour illustrer mon propos, c'est juste de dire que voilà, cet ampli de 15 watts, où on n'a mesuré qu'un seul canal sur les deux disponibles, en fait, pour les 15 watts annoncés, on a 10% de distorsion. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que 10% de distorsion, je vous invite à monter dans votre voiture. Vous montez le volume à fond, si vous tenez dans la voiture, vous aurez une vague idée de ce que c'est que 10% de distorsion, c'est juste inaudible. Donc pour faire tomber le niveau de distorsion, avoir quelque chose qui soit plus écoutable, on se dit on va diviser par 2 la puissance. On est encore à 2% de distorsion, ce qui est très élevé. Et enfin, si on voulait avoir quelque chose qui ressemble un peu à de la musique, et en tout cas qui soit distordu à peu près de manière continue d'un bout à l'autre, il fallait tomber à 1/10 de la puissance qui était annoncée pour l'ampli, soit 1,5 watts. Donc ce qui est tout juste ridicule. On ne peut pas utiliser réellement un système hi-fi. Autant ne rien écouter, quoi. C'est ça, exactement. Et là, c'est là qu'intervient Mac, du coup. Avec une technologie qui lui est propre, qui est protégée par brevet, qui est le Unity Coupling. Donc le Unity Coupling, en fait, c'est une terminologie un petit peu barbare, un anglicisme, qui permet en fait de tenir compte de tous les paramètres qu'on a dans la chaîne d'amplification, à l'intérieur de l'amplificateur, pour corriger les défauts à la fois des éléments constitutifs de cet amplificateur, mais également les variations de la charge. Et donc avec ça, on arrive à ce résultat-là. Et donc c'est un MC3500, donc qui est un ampli monophonique, qui fait 350 watts. À sa puissance nominale, on est à 0,03 de distorsion pour 30 Hz. Pour 30 Hz, pour 350 watts. À la moitié de la puissance, c'est pareil. Et à 10% de la puissance, c'est pareil. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on s'amuse à comparer l'échelle de ce graphe et l'échelle de ce graphe par le même magazine. Eh bien, le 0,1 qui est ici totalement en bas, il est maintenant ici. Donc clairement, pour pouvoir mesurer un ampli Macintosh, cette revue, ce magazine de l'époque, a complètement changé son échelle et donc sa valeur, sa manière de mesurer un élément de hi-fi. Donc Mac a changé les canons, a changé les standards de ce qui définit la haute fidélité. Plus de puissance, moins de distorsion. Donc là, la puissance, on la multiplie par 20, et la distorsion, on la divise par 100, tout simplement. Donc on arrive à un taux de distorsion très ridicule, très faible. Plancher. Voilà. L'autre chose qui est importante, c'est également le bruit. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle de 16 bits, 24 bits, 32 bits. Et le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a rien de plus bruyant
qu'une puce numérique. Par nature, pas définition, puisqu'on attaque des signaux carrés qui vont générer eux aussi ce qu'on appelle des harmoniques de manière infinie. Ouais. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, on a ce qu'on appelle un plancher de bruit qui peut venir polluer le message sonore dans les bits de poids faible. C'est-à-dire qu'en fait, tous les messages, micro-messages importants qu'on a voulu récupérer en allant chercher du 24 ou du 32 bits, en fait, sont noyés dans le bruit. Donc tant qu'on était en CD, ça ne posait pas de problème. Quand on est passé au-delà du CD, là, c'est devenu un vrai problème. Donc, chez Mac, ils ont eu l'idée de se dire, mais attends, le bruit, il est créé où? Il est créé dans ma puce de conversion, parce que j'ai l'horloge, parce que j'ai tous mes signaux carrés qui arrivent dedans. Donc on a une unité de lieu, avec ce bruit qui est créé à cet endroit-là. Si j'utilise le même principe que celui que j'utilise pour un micro de scène, où j'ai 100 mètres de câble pour le micro qui court d'un bout à l'autre de la scène. Bon, aujourd'hui, on utilise du Bluetooth aptX, on peut dire que je parle de choses qui sont antiques et solennelles, mais peu importe, le principe reste le même. On utilisait ce qu'on appelle un câble symétrique, et quand il y a un parasite qui impactait un des fils, ça impactait également l'autre, et en fait, on s'amusait à jouer sur les phases pour permettre de récupérer le signal originel, et ne pas avoir de bruit à l'autre bout de la ligne. Et bien là, on fait la même chose en numérique. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le canal droit et le canal gauche, on utilise 2 fois le canal gauche, mais on retourne un des signaux. Et quand on va remettre les deux ensemble en retournant, le parasite plus et le parasite moins vont tout simplement s'annuler. Donc on gagne 6 dB de figure de bruit, ce qui est énorme. Énorme, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de dynamique disponible. Et si on le fait 4 fois, comme on le fait dans tous les appareils Mac modernes disposant d'une circuiterie de conversion numérique analogique, on gagne d'un seul coup 12 dB de figure de bruit. Donc là, on a sauvé nos bits de poids faible sur du 24 ou du 32 bits. Ça, c'est très intéressant. Ouais. C'est unique. Et en plus, alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas breveté. Alors, c'est pas breveté, donc tous les constructeurs peuvent le faire. Le défaut, c'est que ça oblige à utiliser beaucoup plus de convertisseurs, donc ça coûte beaucoup plus cher. Et en plus, ça oblige à donner des instructions aux convertisseurs pour retourner le signal numérique. Donc ça oblige à avoir une certaine logique, on va dire de traitement DSP, même si c'est faux ce que je raconte. Mais plus coûteux à mettre en place, donc forcément. Beaucoup plus coûteux à mettre en place. Et ça nécessite un certain savoir-faire dans le monde du numérique au niveau du cheminement du signal, tant numérique qu'analogique. D'accord, ok. Et donc ces technologies-là sont aujourd'hui utilisées de partout chez Mac, y compris donc, dans le nouveau produit, qu'est le MSA 5500. Donc le MSA 5500, c'est quoi? C'est un intégré qui est capable de faire ampli, bloc de puissance, préampli, DAC et streamer. Donc aujourd'hui, c'est un appareil, entre guillemets, tout en un, évolutif par le côté amplification, puisqu'on peut réamplifier. Le premier de son genre chez Mac. Ah, le premier de son genre chez Mac, complètement, puisque, alors, sauf si on considère qu'un ampli tuner était dans le même esprit. Ce qui n'est pas tout à fait faux non plus, puisque c'est vrai que ça va nous permettre d'écouter de la musique en streaming, donc ce qui est un peu l'ancêtre étant effectivement la radio. Mais aujourd'hui, c'est le premier de son genre, en tout cas avec du streaming incorporé, c'est le premier du genre chez Mac. Et donc on retrouve cette technologie. Alors évidemment, comme appareil streamer, il est AirPlay, il est Bluetooth, aptX, Low Latency, il est Google Cast, il est Spotify Connect, il est Tidal Connect, Roon, voilà, exactement. Et c'est quelque chose qui pourra évoluer dans le temps, étant donné que la technologie utilisée est beaucoup plus puissante que celle qu'on utilisait jusqu'à présent. Et donc l'avenir nous dira un petit peu comment ça évolue. Il n'y a rien à faire de la part du consommateur, ça évoluera par le réseau de manière totalement transparente. Par mise à jour, par mise à jour automatique. Les produits, sur le réseau. Exactement. Et puis pareil, ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est qu'il est plutôt bien fourni en connectique également. Ah donc, complètement, on dispose tout ce qu'il faut, quoi. Ça va jusqu'à l'HDMI ARC, voilà, toutes les entrées numériques. On a du XLR, du RCA. Un préampli phono de très haut vol, comme d'habitude chez Mac. Donc en fait, ça permet vraiment, il dispose même d'une sortie sub pour les gens qui veulent faire un petit système de 1. Donc c'est vraiment extrêmement polyvalent. C'est un produit qui est disponible? C'est un produit qui est disponible. D'ores et déjà, il est disponible. Donc c'est quelque chose qui est à votre disposition et je vous invite à découvrir et à écouter parce que c'est vraiment une très très belle machine. Ça pourrait être très intéressant de l'avoir en magasin. Exactement. Et donc, il a un grand frère, cet appareil-là, grand frère dans le sens où c'est pas un ampli, c'est vraiment un streamer, un DAC streamer. Et j'insiste sur le côté DAC streamer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un DAC interne
où on retrouve la même plateforme. Hein. Si vous regardez les logos là, qui sont alignés, on retrouve la même plateforme que dans le MSA 5500. Oui, oui. La grosse différence, c'est que là, on a dit aux ingénieurs, attends, te fatigue pas, tout ce qui bloquait pour faire le 5500, parce qu'on voulait qu'il soit en dessous d'une certaine limite de prix, Oui. en l'occurrence 10 000 $ aux États-Unis, Oui. hors taxe évidemment, comme d'habitude, et ben voilà, bah là, vas-y, tu te lâches. Tu fais ce que tu veux. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un appareil qui sonne. Vraiment. Et alors, j'ai un gros défaut. Enfin, ma femme n'arrête pas de me le dire, mais... Quel est ce défaut? Voilà. J'aime bien regarder de partout, et je suis un technicien, donc j'aime ouvrir les appareils que je reçois. Ouais. Donc, quand j'ai reçu mon premier échantillon presse, il y a déjà quelques semaines de ça, j'ai la chance de les recevoir un petit peu en avance, Oui. je joue avec, et la première chose que j'ai faite, c'est j'ai ouvert cet appareil. Et là, je suis resté très bête. Parce que d'abord, il est magnifiquement fait, ça c'est indéniable, et on ne pouvait pas s'attendre à autre chose de la part de Mac, mais il y a un souci du détail, y compris des détails qui ne se verront pas. C'est-à-dire que vous voyez, ici, j'ai la prise secteur. Vous remarquerez qu'elle est en haut sur ce préampli DAC. Habituellement, c'est en bas, ouais. Voilà. On le trouve en bas. Et d'autre part, vous remarquez qu'on a toutes les sorties et les entrées qui sont sur la partie arrière de l'appareil. Oui. Donc l'alimentation, elle va être sur l'avant de l'appareil. Et en fait, quand on ouvre cet appareil, on s'aperçoit qu'on a non pas un fil qui va pendouiller lamentablement pour aller jusqu'à l'alimentation et tomber sur la carte analogique qui est dessous, Oui. mais en fait, on a des petits pilotis, et le cordon secteur qui est à l'intérieur, il est pris dans une gaine de tissu ciré, Oui. qui est posé sur ces pilotis pour tenir le câble le plus loin possible Du reste. Des électroniques. Ok. ce qui est, enfin, je veux dire, quel est l'intérêt pour un ingénieur de faire un truc aussi soigneux alors qu'ils auraient pu mettre des rilsans collés sur le côté de l'ampli Non, non, Ouais. c'est pilotis, gaine cirée, les fils qui passent à l'intérieur et le tout immobilisé en place. C'est juste, c'est pas la solution la plus économique. Ben voilà, cet appareil-là, il est tout sauf économique. Après, en termes de caractéristiques, ben, on retrouve effectivement toutes ces entrées, ces fameuses entrées numériques, donc USB, Coax, HDMI optique, ARC, MCT, donc le transport spécifique pour le flux SACD Ouais. de chez Mac, Oui. AES-EBU, coax, optique, en double à chaque fois, et bien entendu Ethernet pour le streaming. Donc c'est extrêmement complet. Sortie analogique, à la fois symétrique, à la fois asymétrique. Et je vois Là, aussi les petites antennes pour le Wi-Fi quand même. pour le Wi-Fi et Pour vraiment le les personnes Bluetooth, qui peuvent voilà, vraiment pas avoir de RJ45. de RJ45 sur place, sous la main. exactement. Ok. Et c'est pas fini. C'est également un préamplificateur. Alors, le but du jeu, c'est pas de concurrencer les préamplificateurs Mac à 10 000, 20 000 euros. Non, Voilà, c'est pas le Qui sujet. resteront au-dessus quand Qui même resteront de au-dessus, ce produit-là. Ouais. Aucun doute. Ouais. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cet appareil-là, alors d'abord, il est livré avec un niveau fixe, qui est réglable, Ouais. d'accord? Ouais. Et en plus, quand on est en mode préampli, on peut ajuster son niveau de sortie de 1 volt à 9 volts. Par défaut, il est à 2 volts, évidemment, puisque c'est la norme chez Mac, D'accord. mais de 1 volt à 9 volts. Autrement dit, on couvre les sensibilités d'entrée de 98% des blocs de puissance du marché. Donc ça peut être un excellent point de départ pour l'évolution d'une chaîne. J'ai des blocs de puissance extrêmement bien foutus que je veux garder. J'avais un préampli qui était vieillissant, qui n'avait pas d'entrée numérique, bref. On peut upgrader ça avec ce produit-là. Sans problème. D'accord. Donc un bon préampli, un très bon DAC C'est ça. et un streamer. Et un streamer. Donc on a tout dans une boîte. Ça, c'est pareil, c'est un produit qui est disponible voilà, déjà. il est en train d'arriver dans les magasins, là, à l'heure où on est en train de tourner cette vidéo. Donc, il n'y a aucun doute que dans les jours, semaines qui viennent, les magasins auront ça en écoute. En prix public sur ce alors, aujourd'hui, on est à 6 000 €. J'ignore quelle va être la tendance, évidemment, par les temps qui courent. J'ignore quelle va être la tendance dans les semaines qui viendront. Ok, super. Et voilà, et on en a fini pour aujourd'hui. Eh ben super, on a vu un petit peu l'historique de Mac, très intéressant. En plus, moi, j'ai eu droit à la version longue. Et comment dire, et puis bah, les deux nouveautés chez Macintosh qui sont d'ores et déjà disponibles. Exactement. Okay, super. Merci à toi, Lionel. Et puis, merci à vous d'avoir regardé cette passionnante vidéo. Je vous dis à la fois prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye.